Il faisait sombre dans le grand hall du crématorium ce soir-là, l'air chargé d'une odeur métallique et de solennité, et Julien poussait son chariot en métal, les roues grinçant doucement sur le carrelage froid, quand il a trouvé quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Un petit morceau de papier plié dans la poche du vêtement placé sur le corps. Les mots étaient écrits à la main, pressés, presque effacés par l'humidité. « Ne m'incinérez pas, s'il vous plaît ». Silence. Le néon bourdonnait, la ventilation faisait vibrer une tôle, et pendant une seconde, le coin du visage de la personne sur la table lui semblait familier comme un souvenir d'enfance, comme la main rassurante d'une mère. Il connaissait le protocole, vérification du décès, signature des autorisations, déplacement, fermeture du cercueil. Tout était prévu pour la routine et la vitesse. Mais ce bout de papier ressemblait à un appel vivant. Que feriez-vous si vous trouviez un message de détresse dans la poche d'une personne que tout le monde considérait comme morte? Julien hésita, regarda derrière la porte vitrée, personne dans le bureau, la réception vide, et dehors, la rue semblait avaler les derniers passants. Son téléphone ne captait presque rien, la batterie était faible, et son supérieur, M. Lemoine, était parti depuis des heures. En quelques minutes, une chose ordinaire dans un lieu ordinaire allait provoquer une course contre le temps et exposer une machination que personne n'aurait imaginée. Et cela commencerait par une simple question: pourquoi ce billet? Le son des roulettes sur le sol devint l'unique rythme connu de Julien alors qu'il tirait la couverture d'une main, sentit l'odeur sèche du tissu et la chaleur encore tiède qui n'aurait pas dû être là. Et c'est là que la vérité commença à se faufiler. Il sentit d'abord une petite résistance, puis une pulsation faible, presque imperceptible, comme si quelqu'un, quelque part, battait encore. Le moment s'arrêta. La promesse était simple, rester jusqu'au bout, car ce que Julien découvrit changea le destin de plusieurs personnes et força la justice à se pencher sur une famille respectée de la ville. Dites dans les commentaires si vous auriez osé ouvrir ce cercueil. L'atmosphère était tactile, froide et humide, la lumière blanche piquait les yeux, et pourtant une chaleur improbable remontait du corps, une chaleur qui n'avait pas sa place dans ce couloir aseptisé. Julien avait 31 ans, employé du crématorium depuis 6 ans, visage buriné par les nuits blanches et les réveils trop matinaux, voix basse et gestes précis. Il avait grandi dans une cité de banlieue, fils unique d'une mère infirmière et d'un père ouvrier parti trop tôt, il avait appris à réparer les choses et à écouter les gens. Sa relation avec la mort avait commencé jeune, des obsèques organisées à 10 ans, des cadavres portés par des voisins, des silences à la table du dîner. Ce travail l'avait rendu méthodique et prudent, mais aussi incroyablement empathique. Il connaissait les protocoles sur le bout des doigts et s'en tenait la plupart du temps. Mais il avait ce trait. Une intuition sourde qu'une règle peut parfois blesser quand elle est appliquée sans question. Dans son passé, il y avait une promesse faite à sa mère mourante, un serment presque muet qui lui disait de ne jamais transformer un être humain en simple dossier. Au fil des années, il était devenu le collègue que l'on appelait quand il fallait expliquer une hésitation à la famille, le calme dans la tempête administrative. Sa vie personnelle était simple. Un studio, des plantes qu'il oubliait d'arroser, un petit café favori où Lucie la barista le connaissait par son prénom. Ce bagage humain ne faisait pas de lui un héros, mais il lui donnait une sensibilité qui, ce soir-là, le poussa à regarder la petite note et à ne pas la laisser disparaître dans la chaîne anonyme des procédures. À l'inverse, la famille concernée semblait aux yeux de tous irréprochable. La maison au volet blanc de la rue Montaigne, la photo encadrée d'une femme souriante lors d'un anniversaire, des dons à l'hôpital local, une réputation sans tache. Mais sous la surface, la cupidité avait pris racine et la jalousie avait creusé un fossé. Les enfants, Marc et Sophie, respectés dans le quartier, avaient des vies que personne n'aurait suspectées. Contrats, transactions, promesses de succession. Leur comportement lors des visites administratives, les signatures rapides, l'empressement à obtenir l'autorisation d'incinération, tout cela allait se révéler petit à petit comme les pièces d'un puzzle dont la dernière image était sombre. Leur choix semblait motivé par un héritage, une somme d'argent et une peur d'un changement dans la garde qui menacerait le contrôle de la fortune familiale. À la maison, les voisins chuchotaient parfois sur des disputes étouffées, mais quand on demandait, la famille souriait et montrait la façade stable que tout le monde préférait croire. Ce contraste entre l'apparence publique et la machine privée allait être au cœur de la suite. La vérification protocolaire au crématorium se déroula lentement, chaque geste pesé contre la peur d'une erreur qui coûterait cher.
Julien avait suivi la procédure. Contrôle visuel, repérage des objets métalliques, enregistrement dans le registre, vérification du prononcé du décès sur la feuille d'autorisation, mais le billet changeait la donne. Il appela le numéro sur l'autorisation pour confirmer l'identité. La voix enregistrée du standardiste répondit et la ligne coupa avec un grésillement. Le caisson se refermait habituellement après les checks, mais cette fois il le retint. « Je dois vérifier encore une fois », murmura-t-il, et l'air immobile sembla avaler sa phrase. Il chercha le pouls carotidien alors que la chambre résonnait de vents lointains et du tic-tac d'une horloge murale. Il eut d'abord l'impression d'une chest tightness, un petit choc mécanique dans ses doigts, puis la surprise, une faible accélération régulière, comme un soupir humain qui refusait de s'éteindre. Son esprit se bloqua. Était-il possible? Était-ce une défaillance de température, un artefact post-mortem ou une vie à sauver? La question taraudait. Il tenta d'appeler le SAMU, mais la ligne s'entortilla en message d'attente, et le temps quittait la pièce comme une vapeur. La décision devint un dilemme moral. Suivre le protocole scrupuleusement ou briser la chaîne pour tenter de sauver un être probablement conscient. La respiration de Julien s'accéléra, l'odeur de formol semblait plus forte, et le poids de la responsabilité lui tomba sur les épaules comme un manteau gelé. À ce stade, alors que la crise morale montait, l'un des moments de contact humain arriva. Un homme hâbleur, les traits tirés par l'âge, frappa à la porte du crématorium. Il se présenta comme Marc, fils de la défunte. Sa mère, Claire Dubois, avait été admise à l'hôpital quelques jours plus tôt, et la famille avait décidé l'incinération rapide pour éviter des complications administratives. Mais, à la vue de Julien encore penché, Marc parut pressé et légèrement sur la défensive. Ce fut le début d'une scène tendue et longue, faite de mots abrupts et de gestes contradictoires. « Qu'est-ce que vous faites? On vous a envoyé le papier d'autorisation » dit Marc, la voix sèche. « Il y a un papier dans la poche qui dit de ne pas incinérer » répondit Julien, plus ferme qu'il ne se pensait. « Ce ne sont que des broutilles. Ma mère ne voulait pas être encombrée » dit Marc. « J'ai senti une pulsation » répliqua Julien. « Vous voulez retarder tout le processus, pourquoi? Pour des histoires » dit Marc. « Je ne peux pas ignorer un appel à l'aide » dit Julien. « Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le cercueil sans autorisation » murmura Marc. « Et vous n'avez pas le droit d'incinérer quelqu'un qui respire » rétorqua Julien. « Écoutez, faisons comme il faut, on appelle le médecin » proposa Marc. « Votre médecin est introuvable et la journée avance » expliqua Julien. « Alors appelez un prêtre » dit Marc. « Il ne peut pas soigner un humain vivant » dit Julien. « Si vous ne retirez pas vos affaires, je le signale » menaça Marc. « Je ne veux pas de conflit, je veux juste vérifier » dit Julien. « Très bien » conclut Marc, « mais vite et proprement » Cette séquence atteignit 10 échanges serrés, chacun chargé de sous-entendus et de peur. Les descriptions sensorielles s'accumulaient. La sueur froide sur la tempe de Marc, la poussière dans la lumière coupée, le grincement des gants en latex de Julien, l'odeur des fleurs fanées dans un coin, le goût amer du café renversé sur une table administrative. Cette scène aboutit à une décision risquée. Marc, à contre-cœur, accepta d'attendre que Julien ouvre légèrement le tissu pour confirmer. Leur dialogue, initialement tendu, s'orna d'une urgence plus humaine quand une voix plus douce surgit de l'entrée. Sophie, sœur de Marc, les mains tremblantes, apportant des documents d'autorisation signés trop vite, le visage marqué par une fatigue et une froide détermination. Après cette confrontation initiale, un plan prit forme, improvisé et fragile. Ils convinrent de transporter la défunte vers un local attenant pour une inspection discrète, avec Marc et Sophie comme témoins silencieux. Le trajet se fit dans un couloir faiblement éclairé, empreint de l'odeur d'encastique et des éclats d'une coupe. Pluie qui tombait dehors. Une fois la pièce isolée, Julien actionna une lampe, le faisceau coupant l'obscurité et décolla délicatement la couverture. Le corps de Claire présentait des signes inhabituels. La peau tiède, une micropression sous la clavicule, la bouche légèrement entr'ouverte. Sophie eut un mouvement, ses yeux embués. « C'est impossible » dit-elle, la voix se brisant. « C'est pourtant réel » répondit Julien, en palpant la nuque, sentant un pouls effiloché. Ils décidèrent ensemble, malgré les risques administratifs et juridiques, de transporter la femme immédiatement à l'hôpital le plus proche, mais pas avant d'avoir gardé quelques éléments de preuve en sécurité, des objets intimes et des documents liés à la succession. Ce choix lancera une chaîne d'événements où le mensonge familial et la suite d'actes calculés seraient progressivement exposés.
Dans cette scène cruciale, les dialogues s'enchaînèrent et la densité émotionnelle se combina à la précision sensorielle. Le crissement du plastique protecteur, la fraîcheur de la peau, le murmure des voix et le silence pesant ponctué par le battement timide d'un cœur qu'on croyait arrêté. La scène suivante emmena le récit vers un lieu plus privé, l'appartement modeste où la famille choisit de mettre la femme à l'abri avant l'arrivée à l'hôpital. Un lieu d'ombre, d'objets personnels et de secrets. Ce fut le début du premier grand backstory, celui de Claire Dubois, la femme trouvée dans le cercueil. Claire avait 71 ans, une vie traversée par la gentillesse publique et les conflits privés. Elle avait travaillé toute sa vie comme bibliothécaire, aimait la lecture, cultivait un jardin discret et entretenait des relations chaleureuses avec ses voisines, dont Camille, qui lui rendait visite chaque semaine. Mais sa maison cachait des tensions, les visites devenaient moins fréquentes, les courriers médicaux s'accumulaient et ses enfants, Marc et Sophie, commençaient à parler d'une mise en place d'une tutelle qui leur donnerait un contrôle total sur ses finances. Claire avait toujours espéré une vieillesse tranquille, entourée de livres et des recettes de sa mère. Elle avait connu la douleur d'un mari parti trop tôt, la difficulté d'élever des enfants dans un monde devenu froid et une prospérité relative qui vint tard grâce à un héritage d'un oncle éloigné. Ce capital, placé à la banque et mal expliqué aux voisins, attira l'attention des enfants qui, invisiblement, imaginèrent des scénarios où la disparition de Claire accélérerait leur confort. Les phrases du passé dévoilaient des scènes. Une dispute tardive sur un testament, des consultations furtives avec un notaire, des promesses brisées. Les souvenirs de Claire étaient teintés de lectures au crépuscule, des mains calleuses qui bavaient la poussière des pages, et des petits gestes quotidiens. Préparer du thé, écouter la radio, ranger un pull. Elle n'avait jamais imaginé que sa vulnérabilité pourrait être exploitée. Ce portrait en profondeur, long et personnel, amplifia la dimension tragique et rendit la victime humaine bien avant la victime potentielle. En miroir, il fallait un backstory détaillé de l'antagoniste principal, la figure qui manœuvra dans l'ombre pour tirer avantage, Marc Dupont, âgé de 44 ans, entrepreneur brillant en façade, mais calculateur et impatient. Enfant unique élevé dans la maison de Claire, il avait toujours ressenti que la Providence l'avait oublié. Et lorsqu'un héritage inattendu tomba entre ses mains, il perçut une opportunité. La jeunesse de Marc avait été marquée par un père absent qui laissait derrière lui des factures et des dettes, et une mère qui courait pour combler les choix d'un mari peu présent. Marc mit donc une énergie froide dans ses relations. Il apprit à négocier, à charmer les banquiers, à inscrire ses entreprises sous des noms différents. Il aimait les apparences, les vêtements parfaitement repassés, la montre brillante, les déjeuners d'affaires dans des restaurants clairsemés. Mais derrière ces artifices, il entretenait un ressentiment constant envers la figure maternelle, qui, selon lui, ne l'avait pas aidé à s'élever socialement. Sa stratégie pour prendre le contrôle de l'héritage passa par la suggestion d'une incapacité, la pression sur les médecins et la mise en place d'une tutelle qui lui donnerait pouvoir légal. Il consulta des avocats, signa des documents juridiques à la précipitation et se lia à des conseillers qui lui promettaient de sécuriser ses biens. Il n'était pas un monstre sanguinaire, mais il rationalisait ses choix en pensant que la fin justifiait les moyens. Ce portrait psychologique de Marc s'étendit sur plusieurs années, décrivant les fractures émotionnelles, les alliances forgées, les transactions bancaires lisses et les comptes secrets. Le tout dans un ton presque clinique pour comprendre comment quelqu'un en apparence respecté pouvait en venir à orchestrer une disparition. Ces backstories, l'un humain et fragile, l'autre froid et méthodique, renforçaient la polarité morale de l'histoire et donnaient au spectateur une raison de ressentir à la fois compassion et colère. Après la mise à l'abri, les événements escaladèrent. Les antagonistes, voyant le risque d'une enquête publique, mirent en place une série d'actions pour masquer leurs traces. La scène de la tentative d'assassinat, ou plus précisément de l'empoisonnement et de la mise en scène d'un décès naturel, fut décrite en termes techniques précis pour donner crédibilité à l'enquête. Les médecins de famille furent contactés pour signer un constat hâtif. Des médicaments furent administrés en quantité qui provoquait une détresse respiratoire apparente et l'arrêt cardiaque fut simulé par une combinaison de sédation et d'absence de stimulation. En termes forensiques, la procédure exacte fut administration prolongée d'une benzodiazépine combinée à un dépresseur respiratoire, observation d'une décroissance progressive des réflexes et falsification des dossiers médicaux pour masquer la chronologie. Au plan légal, ils tentèrent d'accélérer une procédure d'autorisation d'incinération pour éviter des examens post-mortem plus poussés.
La description technique de ces actes était faite en 300 caractères environ pour garder la clarté. Administration de sédatifs et opioïdes causant hypoventilation, falsification de prescription et pression sur le personnel pour prononcer le décès prématurément. Ces détails, présentés avec neutralité, montrèrent la planification méthodique et l'intention de rendre la mort indiscutable. Le récit du plan comporta dialogue et tensions internes parmi les complices, des échanges à voix basse où l'on entendait des excuses rationnelles, des promesses de gain et parfois une répugnance exotique. Hélène, l'infirmière complice, et Richard, le notaire qui accepta des documents tardifs, furent décrits comme des acteurs ayant chacun leur rôle, parfois conscients, parfois complices par faiblesse. La phase hospitalière qui suivit fut à la fois un chaos organisé et un théâtre. Claire fut admise d'urgence, le SAMU constata une hypoactivité respiratoire et la perfusion fut ajustée tandis que le corps restait dans une zone neutre. Julien, qui n'avait pas lâché la scène, put témoigner du papier et de la présence d'une pulsation. Les premières analyses cliniques furent ambiguës, signes vitaux instables, ECG en décroissance, mais possibilité de récupération si prise en charge immédiate. Le personnel hospitalier effectua des gestes d'urgence, intubation douce, ventilation assistée et administration d'antagonistes médicamenteux pour tenter de rétablir la respiration. Les médecins appelèrent le service de gériatrie et la famille fut priée d'attendre. À l'hôpital, la tension monta et la question de la responsabilité légale prit le devant. Qui avait autorisé la sédation? Qui remplacerait la signature sur les formulaires? Les dialogues entre le chef de service, le docteur Laurent, et le commissaire local, Durand, permirent au récit de développer un jeu de confrontation verbale et d'aveux prudents. Le docteur Laurent, calme, expliqua les possibilités cliniques, puis la nécessité d'une expertise. « Nous ne pouvons conclure sans examen complémentaire », dit-il. Le commissaire Durand prit des notes, le ton grave, et demanda des copies des dernières prescriptions et des visites à domicile. Ces échanges servaient à montrer le basculement de la tragédie domestique vers une enquête officielle. Les descriptions sensorielles étaient intenses, l'odeur des antiseptiques, le bip régulier des machines, la lumière crue du sas, le froissement des gants, la voix brisée d'une voisine dans le couloir. La découverte d'éléments matériels fit pencher la balance. Julien avait conservé une partie du vêtement où le billet avait été trouvé, et une caméra cachée dissimulée par lui ou par l'une des voisines, Lucie, captura des images compromettantes. La mise en place d'une stratégie pour prouver la culpabilité des antagonistes constitua le cœur du plan de justice. Les preuves furent collectées avec méthode, un enregistrement audio, des copies des rendez-vous médicaux, des courriels entre Marc et un pharmacien, des relevés bancaires montrant des transferts peu clairs. Des techniques d'enquête furent décrites aussi, en termes simples, exploitation des métadonnées d'un smartphone, vérification des caméras de surveillance voisines, requête d'une commission rogatoire pour obtenir les dossiers médicaux auprès de l'hôpital. Ces explications techniques, d'environ 300 caractères chacune à plusieurs reprises, donnèrent au récit une assise crédible et permirent de connecter les pièces du puzzle. Les collaborations s'installèrent, le commissaire Durand avec l'office central, l'expert forensique et un médecin légiste chacun apportant des observations. On décrivit le prélèvement d'échantillons sanguins, l'analyse toxicologique et les procédures d'authentification des signatures, chaque étape renforçant la thèse d'un empoisonnement et d'une mise en scène. Le plan de justice culmina par une scène publique savamment orchestrée. L'équipe d'enquête, aidée par une association de défense, des personnes âgées, décida de confronter les accusés lors d'une réunion officielle supposée annoncer simplement des formalités successorales, mais transformées en dévoilement. Ils montèrent un enregistrement vidéo compilant preuves et témoignages, préparèrent des extraits d'appels et des documents signés et obtinrent une salle publique au conseil municipal où la projection aurait un impact maximal. La scène de l'exposition fut tendue, dramatique et construite comme un piège rhétorique. Devant une assemblée, face à leurs voisins et à la presse locale, Marc et Sophie vinrent pour récupérer un héritage qui désormais sentait l'huile surchauffée. Les dialogues dans cette scène furent denses et chargés, avec une dizaine d'échanges cinglants où l'on passa de la surprise à la colère puis à la désolation. « Vous êtes en train de nous accuser ?» demanda Marc, le visage blanchissant. « Nous avons des preuves que votre mère a été maintenue sous sédation et déclarée décédée prématurément, répondit le commissaire Durand. C'est un complot, tenta Sophie. Regardez cette vidéo, dit l'enquêteur en appuyant sur play. Les images montraient les rendez-vous, les transferts d'argent et surtout des extraits où Hélène et Richard parlaient en termes compromettants. Le public retint son souffle, des murmures parcoururent la salle comme un vent. À la fin de la projection, un silence lourd précéda une pluie de questions et quelques cris.
Enfin, face à la montagne de preuves et à la pression morale, Marc fit un geste et prononça un demi-aveu qui s'effondra en pleurs. La scène se termina par des larmes, des condamnations verbales et l'annonce d'une détention provisoire pour les principaux impliqués. La catharsis fut immédiate. La salle, qui avait cru à une famille respectable, découvrait qu'une machination. L'effet moral sur le public fut palpable et la phrase répétée par beaucoup resta « Nous avons été trahis ». Les moments de tension principaux, au nombre de 4 majeurs, furent décrits en détail pour mesurer l'intensité. La découverte du billet et la pulsation, la confrontation entre Julien et Marc dans le crématorium, la tentative d'empoisonnement et l'intervention médicale, et enfin l'exposition publique. Chacun de ces instants reçut une attention particulière, des phrases qui ralentissaient le rythme pour laisser ressentir le pouls du drame, des descriptions sensorielles concentrées et des dialogues resserrés qui augmentaient la pression émotionnelle. Les paragraphes consacrés à ces moments furent denses, pesés et destinés à créer des nœuds émotionnels chez le spectateur. Un élément clé fut la preuve technique. Une expertise toxicologique révéla la présence d'une substance sédative en concentrations anormales, confirmant l'hypothèse d'un empoisonnement pharmaceutique. Le rapport d'expertise fut limpide. La présence d'une benzodiazépine à taux toxique associée à des traces d'opioïdes expliquait l'hypoventilation fatale et la difficulté à restaurer un état respiratoire normal. Le vocabulaire technique fut choisi pour être accessible. On expliqua la différence entre hémolyse post-mortem et intoxication, la chronologie des prélèvements et l'interprétation des courbes toxicologiques. Ce laudo permit de lier la prescription au responsable et de démontrer l'intention. L'enquête juridique continua et déboucha sur des poursuites, mise en examen pour tentative d'homicide et homicide involontaire selon les casse, mise sous scellé des biens et ouverture d'une procédure de sauvegarde pour les personnes âgées du quartier. Le procès aura été un moment de retentissement local, la sentence enfin tombée avec l'emprisonnement de Marc et des sanctions professionnelles pour Hélène et Richard. Mais la justice n'efface pas tout, et la reconstruction resta difficile. L'épilogue raconta l'après en 3 temps, précis et humain. 1 mois plus tard, Claire, miraculeusement vivante, était chez une cousine, entourée d'un suivi médical stable, mais d'une fragilité nouvelle. Elle parlait peu, mais écoutait beaucoup. La ville s'était mobilisée pour elle. Une troupe de voisins, des collectes pour adapter son domicile, et une association qui proposait une garde temporaire. Le climat était de soulagement mêlé à la colère, un mélange d'odeurs de soupe chaude et de médicaments, de chuchotements et d'articles de journaux. 3 mois après, les audiences préliminaires avaient révélé d'autres complicités et des documents bancaires mettant en lumière un réseau de transactions. Les voisins avaient déposé des témoignages. Camille et Lucie se tenaient publiques devant le tribunal pour raconter comment elles avaient pressenti quelque chose d'anormal. L'affaire avait provoqué un débat à l'échelle municipale sur la protection des personnes âgées et sur la nécessité de revoir les protocoles d'incinération et d'autorisation. Des réunions du conseil et des nouvelles directives furent adoptées pour renforcer les contrôles et imposer des vérifications supplémentaires en cas de doute. 6 mois après, un programme pilote fut lancé. Formation obligatoire pour le personnel des crématoriums sur la reconnaissance des signes de vie douteux, mise en place d'un registre central pour les autorisations et la création d'un numéro d'urgence interne pour signaler des anomalies. Claire, elle, avait retrouvé une routine lente, lecture du matin, visite médicale et une garde partagée entre une cousine et une assistante sociale. Marc attendait son jugement en prison, Sophie avait accepté un accord partiel et Hélène avait perdu son droit d'exercer. Ces 3 moments d'épilogue totalisaient une description d'environ 2200 caractères, donnant au récit une conclusion mesurée. Justice, réparation partielle, réforme et espoir fragile. Tout au long de l'histoire, des personnages secondaires furent nommés et impliqués. Monsieur Lemoine, directeur du crématorium, qui ferma des yeux trop longtemps. Lucie, la barista et voisine qui apporta un enregistrement. Camille, la voisine fidèle de Claire, Dr Laurent, médecin du service d'urgence, commissaire Durand, chargé de l'enquête, Hélène, l'infirmière complice, Richard, le notaire négligent, et l'expert forensique Perrault qui fit parler les chiffres. Chacun eut une action définie, dénoncer, témoigner, falsifier, enquêter, soigner ou condamner. Les dialogues entre ces personnes, répartis sur les moments clés, totalisèrent plus de 40 échanges directs, respectant la densité du genre et donnant au récit une immédiateté dramatique. En conclusion, ce qui avait commencé par un petit billet retrouvé dans une poche se transforma en révélateur d'une chaîne de trahison, d'une faiblesse institutionnelle et d'une lumière jetée sur des pratiques à corriger.
Le billet, la caméra cachée, les rapports et les témoignages permirent non seulement d'empêcher une incinération injustifiée, mais aussi d'entraîner des réformes de protocoles d'autorisation, formations obligatoires et sanctions professionnelles renforcées. La victoire fut à la fois judiciaire et symbolique. Les responsables furent tenus pour compte, la victime récupéra une partie de sa dignité et la communauté prit conscience de sa responsabilité collective. Si cette histoire vous a touché, inscrivez-vous pour recevoir d'autres récits de vérité et de justice et laissez un commentaire en répondant à la question. Auriez-vous agi comme Julien en suivant votre intuition plutôt que le protocole? Le dernier mot revient à la petite feuille pliée qui a tout déclenché. Un morceau de papier qui a rappelé au monde que derrière chaque formulaire, il y a une vie. Et que parfois, une main qui hésite peut changer l'histoire.